Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast dédié à la Gralps, une aventure unique à travers les Alpes, un véritable challenge pour les ultracyclistes et les gravel enthousiastes, comme on peut les appeler. Bonjour à tous, très heureux de vous parler aujourd'hui pour cette course exceptionnelle qu'on vous a concoctée. Mon nom est Fabien Monnier, le créateur des parcours de cette Gralps édition 2025. Mon nom est Nathalie Monnier, je suis la directrice de course de cette édition 2025 et aujourd'hui on va discuter ensemble les principes de la Gralps, ses aspects uniques, les différents points de la course, les bases de vie et on va également vous partager quelques conseils pour cette unique aventure à laquelle vous allez participer très bientôt. Alors, l'idée derrière la Gralps, pardon, était de vous offrir une course longue distance à travers les Alpes en semi-autonomie. Nous avons décidé de créer un événement qui vous pousse dans vos limites, limites mentales, limites physiques également, forcément, et vous proposer une immersion incroyable et la plus représentative de ce que peut être le massif alpin en Europe. Mais au-delà finalement de l'aspect purement performance, on voulait aussi vraiment highlighter tout le côté respect de la nature, de la montagne, vraiment l'esprit d'aventure et bien sûr aussi quelque part l'engagement personnel qu'on prend envers soi-même en allant tacler un tel objectif, hein. Ce sera vraiment à chaque participant finalement de faire la course contre soi-même, si on peut dire, en manageant la gestion de sa course, de son sommeil, de ses choix, de son allure, de son mode d'alimentation. Et c'est ce qu'on aimerait illustrer ensemble avec vous aussi aujourd'hui. Oui, le plus important pour nous, c'était vraiment l'authenticité du parcours, l'authenticité de la course. Euh, Trouver un parcours qui représente tout ce qu'on peut trouver dans les Alpes, que ça soit la partie suisse, italienne ou française, avec ses plus beaux chemins. On s'est vraiment challengé pour essayer de vous designer une route qui vous montre tout ce qu'on aimerait voir si on arrive au milieu des Alpes. Et pour compléter encore ce que dit Fabien, on n'a pas juste tracé une route sur une carte, hein. On a vraiment été explorer les montagnes, on a été repérer chaque section, on a checké chaque chemin, certains même plusieurs fois. On a vraiment étudié la meilleure manière de sortir des Alpes. Autant vous dire que Fabien détient une carte très précise avec tous les moyens différents de sortir de la Suisse vers l'Italie. Donc on s'est partout passé dans les détails pour vous finalement pouvoir vous proposer la meilleure solution pour rejoindre l'Italie depuis la Suisse et également la France depuis l'Italie. Alors, pour vous parler aussi de notre expérience, on a quand même une très forte expérience en cyclisme, principalement pour moi en VTT, en gravel, en vélo de route, en ultra distance. Et c'est vrai que cette forte connaissance de tous les terrains nous permet de vous proposer une aventure qui combine vraiment le challenge humain, sportif, mais aussi visuel, parce que pédaler c'est bien, mais si on peut profiter de voir des beaux paysages, des belles vallées, des beaux cols, avec des vallées de caractère aussi, en combinant esprit sportif, esprit culturel, ça peut vraiment amener à quelque chose de waouh. Parlons un peu du concept de semi-autonomie et du fameux PGO. C'est vrai qu'on parle souvent de semi-autonomie, hein, finalement, mais qu'est-ce que finalement veut dire la semi-autonomie en ultra-distance? Alors, ça veut dire que chaque concurrent doit manager sa propre logistique, c'est-à-dire dormir, forcément, l'effort, sa nourriture, euh, et vraiment, il doit se débrouiller avec ça. Il y a néanmoins, on parle de semi-autonomie, donc on aura deux bases de vie stratégiques disposées le long du parcours où chaque concurrent pourra recharger ses batteries, que ce soit ses batteries de lampes, de GPS, ses batteries au niveau de l'estomac avec de la nourriture froide, chaude, délit, douche, ainsi que voilà tout ce qui peut attendre d'une base de vie pour repartir le plus frais le lendemain ou au milieu de la nuit comme il l'entend. Et en plus des bases de vie, on a aussi mis sur pied ce qu'on appelle un PGO. C'est un poste de gestion opérationnelle
qui permet de monitorer la course 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer, la sécurité des participants et détecter s'il devait y avoir un problème sur un parcours. Supposons que on emprunte un itinéraire qui a été exposé à un orage la nuit précédente. On identifie que le parcours n'est plus forcément adapté. On pourra envoyer un message aux différents participants. Ou à l'inverse, si vous, sur le parcours, identifiez un endroit qui n'est plus forcément praticable, vous avez un danger à signaler, vous pouvez en tout temps contacter le PGO pour lui signaler ce danger. Le PGO décidera ensuite si le parcours doit être réadapté. Il le transmettra à tous les participants ou pourra aussi vous donner des consignes de sécurité. Donc, c'est vraiment ce poste de gestion opérationnelle qui nous permet d'assurer votre sécurité pendant toute la durée du parcours. Donc, vous partez à l'aventure, oui, mais pas n'importe comment. On sera toujours là pour vous accompagner, d'où finalement ce concept de semi-autonomie avec des bases de vie et un concept sécuritaire bien pensé et rodé autour de ce PGO. Ok, tout ça c'est sympa, mais tu parles des parcours, mais c'est quoi ces parcours? Au final, on veut vous offrir trois distances, un 800 km, un 500 km et un 300 km. On va y revenir, vraiment où chaque parcours offre ses propres challenges, ses propres difficultés, que ça soit pour un coureur confirmé, un coureur un peu plus débutant, pour débuter dans l'ultracyclisme. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et en effet, il y en a pour tout le monde, mais le highlight sera le 800 km qui sera vraiment le challenge ultime. On parle là d'un parcours difficile, qui sera challenging, hein, bien sûr, qui part de Crans-Montana et qui descend jusqu'à Mandelieu. Alors bien sûr, hein, c'est une image parce que qu'on se le dise, il y aura pas mal de dénivelé. On parle de quasiment 18 000 mètres de dénivelé sur le parcours du 800 km, mais on va de Crans-Montana vers le sud à Mandelieu. Donc, sur la carte, on descend et on parcourra quelques cols fameux, quelques vallées reconnues. Mais d'ailleurs, faisons peut-être un deep dive dans ce parcours au travers d'un relive qui vous permettra de découvrir les différentes facettes du parcours sur une carte. Voilà, comme ça vous permet de voir dans sa totalité le parcours qu'on vous a concocté. Comme Nathalie l'a dit, un départ de 1400 mètres pour finir à la mer Méditerranée. Donc vous gagnez déjà 1400 mètres de dénivelé négatif, c'est toujours bon à prendre. Le parcours, vous l'avez vu, on remonte la vallée du Rhône pour sortir de la Suisse par le... Oula, pardon, ça lag un petit peu. Pour sortir de la Suisse par le Passo San Giacomo, descendre la vallée Formazza, arriver à Domodossola, remonter un petit peu tous ces préalpes italiennes en direction de Biella. On reprendra bien entendu le détail juste après. Euh, un peu de répit, un peu de souffle pour ensuite arriver jusqu'à Turin, première base de vie, ce qui permettra à certains de souffler. Ensuite, on vous a concocté une partie dans cette plaine du Pô avec quand même quelques petits massifs pour vous emmener jusqu'à Cuneo en passant par des beaux endroits comme les régions du Borrolo et de Alba pour ensuite aller chercher la frontière française par le col de la Lambarde et c'est 2400 mètres avec une sacrée montée qui va vous attendre. Il faudra bien charger ses batteries sur la deuxième base de vie à Cuneo pour ensuite descendre tout le massif du Mercantour. Vous le voyez aussi avec quand même passablement de montées-descentes pour ensuite tenter d'apercevoir le Saint Graal, la mer Méditerranée et arriver à Mandelieu par une partie aussi magnifique sur des beaux singles. Donc vraiment un parcours qui traverse les trois pays. On a un petit peu de souffle au milieu avec la plaine du Pô, mais pas à prendre à la légère au niveau du parcours. Voilà, merci Fabien. J'espère que vous appréciez cette partie où vous pouvez un petit peu mieux visualiser le parcours sur une carte. Alors, on parle de parcours difficile, pas difficile. Effectivement, on a quand même sur des sommets assez importants. On parle du col du Nufenen, le Passo San Giacomo. On est sur des cols à 2400 mètres pour rentrer en Italie. Il faudra profiter un petit peu de la vallée du Rhône aussi avec son climat un peu plus doux, je pense en début de soirée, pour ensuite attaquer ces deux grands cols. Ensuite, les coureurs vont pouvoir profiter de tout ce que peut offrir le Piémont, avec son authenticité, ses jolis chemins,
ces beaux paysages aussi très typiques de l'Italie, pour ensuite après arriver rapidement sur le col de la Lombarde, l'entrée en France, un col iconique avec des bonnes transitions entre route, gravel pour aussi quand même avancer, on parle de 800 km, et avant de plonger, si on peut dire, sur la mer Méditerranée avec, comme je l'ai dit, pas mal de montées-descentes, ne pas prendre à la légère la partie Cuneo-Mandelieu, elle est exigeante, c'est une belle partie, profitez-en. Pour en venir aux autres parcours, hein, on vous a parlé du parcours de 500 km qui va démarrer depuis Turin. Jusqu'à Cuneo, il y aura quelques points de divergence avec le parcours des 800 km, mais vous profiterez des mêmes paysages. Il y aura peut-être quelques kilomètres en plus et un dénivelé un petit peu supérieur afin d'arriver in fine à Mandelieu avec 500 km au compteur. Donc le 500 km, c'est une approche un tout petit peu plus accessible finalement. On va éviter la grosse sortie des Alpes depuis la Suisse. Cependant, on reste sur un réel challenge avec des paysages magnifiques. Vous allez profiter de tous les highlights également que peut vous offrir la Gralps et réellement de cet esprit d'aventure qu'on veut vous faire partager au travers de cette course. Et enfin, le 300 km, ce n'est clairement pas une Grals au rabais, c'est vraiment une vraie expérience qu'on vous propose ici, avec vraiment un parcours au départ de Cuneo jusqu'à Mandelieu, qui suit principalement la trace du 800 km et du 500 km. Donc on espère qu'il y aura des échanges qui vont se créer entre les concurrents. Vraiment un parcours magnifique avec des beaux paysages, des belles descentes gravel, des belles montées gravel également, une alternance de route, de gravel. Il faut quand même pouvoir avancer et pouvoir se projeter jusqu'au plongeon final à la Méditerranée. Enfin, finalement, peu importe la distance, hein, vous allez traverser des paysages incroyables. Des hauts sommets, vous allez apercevoir des glaciers, vous allez avoir de magnifiques paysages de vallées sauvages, de plaines à perte de vue dans la plaine du Pô. Ce sera une expérience clairement magique et vous allez en repartir avec des étoiles plein les yeux. Mais soyez préparés cependant pour une grande palette de conditions climatiques différentes. Hein. On se parle d'ultra-distance, donc sur plusieurs jours. Il se peut que vous ayez froid le matin, froid en altitude. Il peut faire vraiment très froid ces altitudes-là. On monte à plus de 1500 mètres, 2500 mètres d'altitude. Et on peut expérimenter par contre des conditions très chaudes mi-juillet dans la plaine du Pô. Soyez aussi préparés à avoir très chaud et à vous ravitailler aussi en conséquence et ne pas oublier de vous hydrater le moment venu. Enfin, finalement, on va vous montrer quelques images parce que elles vaudront plus que 1000 mots. Alors, je vous partage. Mais c'est vrai que Nathalie a soulevé un très bon point quand on parle des températures à 2500 mètres ou dans la plaine du Pô. Vous doutez bien que les différences peuvent être monstrueuses. On vous a découpé le parcours en différentes sections afin de vous donner un petit peu envie de venir découvrir la Gralps au travers de quelques images qui vous parleront finalement beaucoup mieux que tous les descriptifs qu'on peut vous montrer. Donc, la première section sera le Valais jusqu'au Nufnen Pass. Vous passerez d'abord par des vignobles avec beaucoup de magnifiques sommets à plus de 3000 voire 4000 mètres en contrefort. Vous allez remonter ensuite jusqu'à la vallée de Conches, région authentique avec beaucoup de chalets en bois typiques. Vous croiserez sûrement pas mal d'animaux aussi, avant d'aller tacler ensuite le premier géant qui sera le col du Nufnen. La première partie se déroulera sur du gravier et la dernière partie se déroulera sur les fameux lacets du Nufnen avant d'aller rejoindre le Tessin et d'aller tacler le Passo San Giacomo. Alors, vous avez bien entendu, Nathalie parle de rentrer au Tessin. Donc, le col du Nuffelet n'est pas un col qui traverse une frontière nationale. Donc, on reste en Suisse. Donc, on passe ce col du Nuffelet pour ensuite redescendre en partie, pas complètement de l'autre côté, du côté tessinois, pour ensuite revenir au Passo San Giacomo. Et là, on va rentrer vraiment en Italie. Donc le passage se fait par le Passo San Giacomo pour arriver au Val Formazza. Donc là, on aura une ascension et une descente
full gravel, une ascension sur un chemin légèrement plus étroit, mais tout à fait roulable, et ensuite une magnifique descente sur une ancienne route militaire. Oui, on parle d'un chemin plus étroit, mais effectivement, si vous devez dépasser un concurrent, il y a aucun problème sur ce chemin. C'est un magnifique chemin, vraiment, comme j'appelle, 100% gravel. Nous arriverons ensuite dans le magnifique et sauvage Val Formatin, hein, qui est connu pour ses arrivées du Giro, mais aussi pour ses nombreuses cascades que vous pourrez admirer tout au long de la descente, qui sera relativement longue, jusqu'à l'arrivée à Domodossola. Domodossola, où vous aurez un petit peu de répit, avant d'aller attaquer finalement une autre section montagneuse au départ d'Omegna. C'est le Passo del Ranghetto. Oui, une zone un peu moins connue. Effectivement, cette zone derrière Romagna jusqu'à Biella, on est vraiment dans un massif préalpin avec des belles montées gravel, une section un petit peu difficile, Nathalie va vous en parler tout de suite, mais ensuite vraiment un mélange de vieilles routes, de beaux chemins, ça promet d'être splendide. Oui, alors la petite particularité de cette section-là, c'est qu'il y aura environ entre 3 et 400 mètres de hike et bike. C'est vraiment une section où il va falloir porter votre vélo. On voit Fabien en petit sur une image en train de porter son vélo. C'est pas long et ça permet vraiment d'avoir une ascension et une descente full gravel. On est sur un itinéraire VTT balisé, donc aucun danger. Mais effectivement, soyez prêts à la fin de la montée du Passo del Ranghetto de porter votre vélo Voilà. sur votre épaule pour quelques minutes. Ce n'est pas un challenge, ça ne passe clairement pas en vélo, ça sert à rien d'essayer. Arrivons maintenant sur les sections un petit peu plus plates, entre Biella, Turin, Cuneo et le Val Stura qui vous emmènera au pied du col de la Lombarde. Vous expérimenterez des paysages beaucoup plus plats. Vous verrez les montagnes au loin. Pensez à bien vous hydrater durant ces sections-là. Il va faire très chaud. Itinéraire plat ne veut pas forcément dire très roulant. Il y aura aussi quelques petites bosses, mais vous expérimenterez vraiment tout le contraste que la Gralps peut vous offrir durant cette section-là, Clairement, avant d'aller on est, attaquer le col de la Lombarde. oui, clairement, on est sur une course gravel, donc forcément, qui dit gravel, dit chemin. Donc, j'allais pas vous laisser sur une route principale entre Turin et Cuneo. On va aller un peu se promener dans les arrière-pays pour aller découvrir un peu qu'est-ce que ces arrière-pays ont à nous offrir en passant à côté de la région de Alba et, comme je vous l'ai dit avant, de Barolo pour un peu voir un peu toute cette partie vignoble que nous propose l'Italie. Et ensuite, nous allons attaquer le dernier géant italien. Ce sera le col de la Lombarde, qui prend finalement son départ à la fin de cette Valle Stura, qui est aussi très sauvage. Col de la Lombarde, longue ascension, une vingtaine de kilomètres. La première moitié sur une route étroite, sauvage, un col très peu fréquenté. Dernier point d'eau avant les 12 derniers kilomètres d'ascension qui se feront sur une ancienne route militaire, du gravel 5 étoiles, comme les images peuvent en attester. Voilà, donc une première partie du col sur la route avec très peu de passages. C'est pas un col traversant, donc oui, c'est un col traversant mais avec peu de passages, donc pas de souci à ce niveau-là. Et comme l'a dit Nathalie, vraiment du très beau gravel avant d'arriver en France, dernier pays à traverser. En effet, ce sera un moment symbolique, hein. Une fois que vous arriverez en haut du col de la Lombarde, vous aurez pu cocher déjà 2 pays, la Suisse, l'Italie. Il ne vous restera plus que la France. Dernière ligne droite, si on peut dire. Euh, la descente du col de la Lombarde sera rapide. Elle se déroule essentiellement sur la route pour la première partie. Donc, vous aurez aussi l'impression d'avancer et de filer vers les prochains défis qui vous attendent côté français. Oui, que ça soit pour le 800, le 500 ou le 300 km, l'idée était vraiment de pouvoir un peu avancer aussi dans le parcours et se rapprocher, ou commencer à sentir le sud. Euh, Avant le Mercantour, vous n'allez pas vraiment avoir l'impression d'être dans le sud, vous serez plutôt encore dans la partie alpine au niveau végétation et autres, mais plus vous allez descendre, plus vous allez sentir un peu ce sentiment d'être dans le sud. Oui, effectivement, il y a encore un bel enchaînement de cols, hein, comme le disait Fabien, côté français. Cependant, rassurez-vous, chaque col est moins haut finalement. Plus on s'approche de la mer,
moins les cols sont hauts en altitude et plus les paysages sont diversifiés. C'est vrai que la section française va vous offrir une très 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 belle palette de paysages variés. Vous allez encore aller tacler le fameux col de la Couillole qui a aussi accueilli une arrivée du Tour de France l'année dernière, une version gravel du col de la Couillole, avant d'aller vous aventurer davantage sur les terres ocres qui vont border la Méditerranée. Petite particularité, là aussi, hein, encore dans le parcours côté français, une petite section hike-a-bike aussi. Pas un cadeau, il faut s'y préparer finalement. Elle interviendra après une longue montée d'environ 18 km Oui. et vous permettra de basculer sur la station de Gréolières-les-Neiges, qui est la station de ski la plus proche de la Méditerranée. Oui, une station à environ 30 kilomètres de la Méditerranée, à une demi-heure en voiture de Cannes, donc forcément assez connue des gens de la région. Cette section hike-a-bike interviendra après quand même une longue montée gravel. Euh, Profitez quand même bien du dernier village avant cette montée pour vous ravitailler, que ce soit en nourriture ou en boisson. La montée est longue, il n'y a pas beaucoup de points d'eau dans cette montée. La section à pied n'est pas longue. En 15 minutes maximum, vous avez retrouvé la civilisation. Et ce qui est sympa de se dire, c'est qu'une fois que vous êtes à ce point-là, à 1400 mètres encore, à moins de 50 kilomètres de l'arrivée, on est vraiment sur un profil descendant. Vous avez fait vraiment le plus dur. Effectivement, vous serez sur un profil descendant, vous commencerez à apercevoir les premiers paysages un peu méditerranéens, les premiers palmiers, vous profiterez d'une magnifique traversée du massif du Tanneron avant de plonger finalement sur les vues euh, que la Méditerranée pourra vous offrir. Vous verrez Mandelieu en contrebas, la Méditerranée. Et rien qu'à en parler là, effectivement, on a déjà quelques frissons et je suis sûre que vous allez ressentir la même chose avant votre arrivée finale à Mandelieu. Arrivée à Mandelieu qui se déroulera essentiellement sur du gravel. Il n'y a que les 2 derniers kilomètres qui seront sur route avant le final sur gravel. D'ailleurs, aussi les dernières centaines de mètres pour rejoindre l'arrivée se dérouleront également sur un itinéraire gravel. Oui. Ne vous inquiétez pas également si vous ne voyez pas la Méditerranée avant de nombreux kilomètres. Euh, Ce n'est pas voulu, mais effectivement, on aperçoit la Méditerranée que tard sur le parcours. Donc, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes sur la bonne trace, mais c'est vrai que elle va se faire désirer. Exactement. Ok. Et si on parlait un petit peu des bases de vie maintenant? Turin, Cuneo. Alors oui, effectivement, on a deux bases de vie hein, dont on vous parlait tout à l'heure. La première qui se situe à Turin et la seconde à Cuneo. Donc les bases de vie sont finalement des emplacements stratégiques où vous pouvez respirer, reposer, vous détendre. Turin, par exemple, sera vraiment une base clé sur le parcours du 800 km. Il y aura déjà une bonne partie de kilomètres qui auront été avalés, un gros dénivelé. Ce sera vraiment l'endroit où vous pourrez profiter de reprendre des forces avant de repartir. Mais Cuneo également, que ce soit pour le parcours du 500 ou du 800 km. Profitez vraiment de Cuneo. Si vous regardez, ça peut paraître proche entre Turin et Cuneo, ça peut aller vite, effectivement, mais la suite de Cuneo, c'est quand même un gros morceau. Ça sert à rien de passer Cuneo en troisième vitesse en se disant je continue, je continue. Les bénévoles seront là pour vous. Il y aura tout ce qu'il faut pour se nourrir, manger, se doucher, vraiment tout l'essentiel qu'on attend d'une course en semi-autonomie. Euh, Vraiment profiter aussi pour s'il y a une partie mécanique à revoir et autres. Vraiment, c'est l'arrêt indispensable avant la suite du parcours. Oui, effectivement, comme le dit Fabien, hein, c'est vraiment important cependant d'optimiser votre temps à ces bases de vie. On en a fait l'expérience aussi plusieurs fois. Hein. On a vite tendance finalement voilà, à se laisser aller aussi. Donc, optimisez votre temps, soyez préparés, pensez déjà à ce que vous voulez faire dans ces bases de vie. Certains voudront prendre le temps de dormir, d'autres vont prendre le temps de s'alimenter. Il y aura effectivement aussi à manger dans les bases de vie avant de reprendre finalement la route. Vous allez trouver, comme l'a mentionné Fabien, tout ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir à manger, vous aurez des douches, vous aurez des stations de charge pour recharger tout votre matériel si nécessaire. Il y aura de quoi se reposer aussi, des lits de camp. Et bien sûr, le plus important à nos yeux, c'est le staff qui sera présent sur place
Et là, je vous garantis que c'est de l'énergie en barre. Grâce à eux, on a pu repartir quasiment tout neuf lors de chaque arrêt dans les bases de vie. Donc, notre incroyable staff qui sera sur place vous garantira quelques watts supplémentaires pendant les quelques dizaines de minutes qui suivront votre arrêt à la base de vie. Je pense qu'on peut parler de quelques conseils aussi qu'on peut vous donner pour attaquer cette GRALPS dans les meilleures conditions. Donc, quelques conseils pratiques. Déjà, en termes d'équipement, il est important aussi de rester léger, mais pas trop. Soyez bien préparés. Tout ce que vous pouvez anticiper avant la course sera du stress en moins durant la course. Également, un choix finalement vestimentaire bien adapté. Ayez différentes couches pour pouvoir justement vous adapter à cette grande palette de températures que vous pouvez rencontrer, ainsi que des différentes conditions météo qui peuvent varier très fortement entre l'altitude de plus de 2000 mètres à une vallée à 200 mètres d'altitude. Également, pensez à tester votre matériel pour la nuit, que ce soit votre éclairage ou votre système de visibilité. Ce sont aussi des moments très importants qu'il ne faut pas négliger en termes de préparation. Comme l'a dit Nathalie, donc on va passer quand même des sommets à presque 2500 mètres avant la première base de vie, mais également avec le col de la Lombarde, un sommet à quasiment 2500 mètres également après les deux bases de vie. Donc, détail à ne pas négliger. Au niveau matériel, je pense aussi, par exemple, pour les pneus, ça peut être des questions qui peuvent être posées. On a roulé sur l'ensemble du parcours. Moi, personnellement, je recommande des pneus de section entre 40 de 45 mm, qui serait pour moi idéal pour l'aventure, le gravel, mais quand même avec un coefficient de roulement faible, histoire de quand même pouvoir avancer, mais privilégier quand même des grosses sections. On est sur du gravel alpin, on n'est pas sur un terrain plat. Il y a de temps en temps quand même des cailloux importants. On a essayé quand même de. C'est clair, c'est un parcours qui est roulant, mais roulant alpin. Et concernant les aérobars, effectivement, c'est une question qu'on pourrait se poser, sachant qu'il y a quand même une section plus ou moins roulante côté suisse, une autre côté italien. Effectivement, ça va être un choix assez personnel, hein. Certains pourraient prendre cette option qui serait pas forcément une mauvaise option. Je pense que là, c'est vraiment de savoir si on se sent à l'aise avec des barres aéro et qu'on a déjà souvent roulé avec. Ça peut être un choix qui peut paraître judicieux, notamment aussi pour finalement se reposer les mains et les bras qui sont bien plus sollicités quand on fait de l'ultra en gravel que sur route. Mais voilà, là, on pense que c'est quand même, après avoir retourné la question dans tous les sens, on pense que c'est un choix assez personnel. Oui. Si on parle en termes de développement idéal, alors je vous mentirais si je vous disais que c'était plat. 18 mm de dénivelé, forcément, ça va être. Il y aura des pourcentages. Il y a pour moi aucun pourcentage qui sont impossibles à monter. On peut toujours rester sur son vélo. La configuration idéale serait une cassette type VTT de 50 dents, 46 ou 50 dents avec à l'avant un plateau de 40 dents. Vraiment pour un cycliste, on va dire moyen, bon, vraiment, ce serait ce qu'il faudrait prévoir. Si vous vous sentez un petit peu délicat dans les montées, prévoyez peut-être plutôt un 38. Mais n'oubliez pas cette section quand même au départ, le long de la vallée du Rhône et entre au niveau des bases de vie, quand même, on peut avoir des sections roulantes. Ne soyez pas limité après avec des vitesses aussi trop faibles. Tout à fait. Et ne négligeons pas non plus la nutrition. Je pense que ça va être très important que vous mixiez aussi un apport d'aliments solides, d'aliments de tous les jours, ainsi que de la boisson aussi alimentée en électrolytes ou en glucides selon votre stratégie habituelle. Très important, hein, testez tout ça bien avant, ne changez rien pendant la course. Mais effectivement, on pense d'expérience que de mixer des barres énergétiques, de la boisson d'effort et de la nourriture solide est un bon compromis pour finalement aussi garantir un certain confort intestinal et ne pas souffrir de ne manger que du sucre, des gels et des barres, surtout sur une si longue distance. Ça peut vous coûter de l'énergie de devoir vous arrêter et du temps également pour certains inconforts gastriques. Voilà. Si jamais nous, personnellement, on a testé le régime pizza glace,
qui marchait très bien sur la longue distance. Effectivement, je valide, Voilà. effectivement. Autre point à ne pas négliger, c'est les micro-pauses. Ça sert à rien de vouloir aller le plus loin possible, le plus rapidement possible. Privilégiez les pauses. Je crois que vous le savez sur ces épreuves d'ultra. C'est pas celui qui tient le plus longtemps sans dormir qui forcément arrive le premier ou en meilleure santé. Si vous êtes fatigué, faites une pause. Il y a de nombreux lieux pour se reposer, que ce soit hôtel. Vous trouverez aussi de quoi vous mettre dans un coin avec vos sacs de couchage si vous avez prévu cette solution-là, ou les bases de vie qui sont vraiment là pour ça. Oui, effectivement, hein, je pense que Fabien est venu sur un point très important, c'est le sommeil. Donc là aussi, n'allez pas au-delà de vos limites, hein. Prendre des risques inutiles n'est pas nécessaire non plus. Et comme il l'a dit très justement, hein, ce ne sont pas forcément ceux qui dorment le moins qui gagnent. On l'a vu déjà sur différentes épreuves, dont notamment la Race Across France 2500 km l'année dernière, où finalement le vainqueur aura dormi 2 fois plus que le second. Donc une stratégie à réfléchir. Là aussi, je pense que chaque approche peut être différente selon chaque participant. Aussi, pensez au moment où vous irez moins bien, parce que forcément que sur une distance, qu'elle soit de 800, 500 ou 300 kilomètres, il y aura des moments d'euphorie absolue, mais il y aura aussi des moments où vous vous demanderez ce que vous faites là, vous vous demandez pourquoi continuer, où vous aurez mal aux jambes, mal au dos, mal aux fesses. Donc là aussi, apprenez à savoir comment vous motiver, croyez en vous, pensez au bon moment, faites de la visualisation positive et profitez des magnifiques paysages que cette course aura à vous offrir pour vous motiver. Moi, je me souviens d'une phrase au départ de la Gralps l'année dernière d'Arnaud qui nous disait si vous avez envie d'abandonner, commencez par faire une pause et ensuite revoyez votre décision. Voilà, dormez, mangez et ensuite décidez. Je pense que ça, effectivement, c'est crucial. Et si je pourrais vous donner encore un tout dernier conseil, ce serait l'anticipation. C'est vrai que tout ce que vous pourrez préparer en amont de votre course sera du stress en moins durant la course, notamment poser le parcours sur une carte, identifier les points où vous pourrez dormir, identifier les points où vous pourrez trouver à manger, à boire, les fontaines. Tout ce stress euh, peut être évité en anticipant cette partie-là. On traverse, comme le disait Fabien, pas mal de zones touristiques, des zones bien habitées. Il n'y aura pas de difficulté pour trouver où se loger, mais tout ce que vous pouvez déjà anticiper en sachant si vous voulez plus ou moins rouler 200 ou 400 kilomètres en une fois, vous permettra déjà d'éviter un certain stress durant l'épreuve. Voilà, on arrive gentiment au terme de toute cette explication. J'espère en tout cas qu'on a réussi à vous donner l'envie de nous rejoindre sur cette aventure Gralps 2025. Vraiment, comme on l'a dit, on a essayé de mettre tout notre cœur dans la création de ces parcours et de cette Gralps 2025 avec l'envie de vous partager ce qui pour nous représente au mieux les Alpes suisses, italiennes, françaises. Oui, effectivement. J'espère vraiment qu'on a réussi à vous inspirer, à vous donner envie de venir nous rejoindre sur cet incroyable challenge. On se réjouit beaucoup de vous voir sur la ligne de départ à Crans-Montana le 15 juillet prochain. Voilà, ben, bonne chance à tous, bon entraînement euh, et on vous attend nombreux.